Et c'est aujourd'hui Michael qui vient nous parler du développement d'activités grâce au contenu. C'est ça, Michael? C'est exactement ça. On va passer en revue un certain nombre de choses que l'on connaît et on va arriver à ce qui se passe maintenant depuis quelques mois, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle et la manière dont ça va effectivement impacter la production de contenu et beaucoup d'autres choses. On va donc Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne autre et chose. compagnie. On va donc voir la manière dont le fait que créer du contenu, c'est à la fois de plus en plus nécessaire, mais de plus en plus facile. Se poser la question, à quoi ça sert, pour quel objectif on sert et tout ça pour quelle cible. Quels sont les canaux, les réseaux les plus adaptés, pertinents. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, quel contenu créer et puis concrètement, comment s'y prendre. Alors, bien effectivement, avant, créer du contenu, c'était compliqué. Il y avait la presse, il y avait la télévision, la radio. La surface du papier était limitée. Comment dire, le temps disponible effectivement sur une chaîne de télévision ou de radio était limité aussi. Avec le web 2.0 notamment, et donc le contenu interactif, bon, on a plein de formats qui sont créés, et puis surtout, euh, on a commencé à parler de contenu. Alors, c'est pas par rapport à des contenants, mais par rapport à des nouveaux réseaux. Donc, tout d'un coup, on s'est retrouvé effectivement avec ces fameuses autoroutes de l'information qui ont réclamé des contenus en quantité illimitée, sous forme de textes, de photos, d'images animées, d'énormément de choses. Et donc, tout d'un coup, il fallait plein de contenus. Là où avant, une marque pouvait se payer un public reportage éventuellement, ou produire un petit fascicule qu'elle allait mettre sous blister avec son produit, avec des recettes de cuisine, un dessin animé, une bande dessinée pour les enfants ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une révolution du contenu depuis une vingtaine d'années. Alors, créer du contenu, oui, pourquoi, comment? Euh, c'est de plus en plus important, à la fois et de plus en plus exigeant, et aussi, c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant. C'est ça qui va être intéressant à creuser. Alors, sur les différents types de contenus, on a les formats, on va dire, classiques, textuels, qui ont maintenant beaucoup évolué. On ne peut plus aujourd'hui produire un texte qui ne soit pas assorti au moins de smileys, d'illustrations, de photos, et puis mieux encore, des animations, de la vidéo, et puis toutes sortes de formats que sont webinaires comme celui qu'on est en train de faire, des tutoriels, etc., etc. Dans tous les cas, évidemment, la qualité du contenu est importante. Les entreprises n'en sont pas toujours conscientes. Voilà, faut veiller à la qualité de la syntaxe, de l'orthographe, aérer la présentation. Euh, Par exemple, effectivement, aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire, ne prennent plus le temps. Donc, il va falloir leur prémâcher des choses extrêmement faciles à digérer sous forme de paragraphes courts, entrecoupés d'images, etc., etc. Faire attention à la qualité du montage. Enfin, voilà, toutes ces contraintes. Alors, le contenu, il va se décliner différemment selon qu'on est en B2B ou en B2C. En B2B, ce qui va l'emporter, c'est la valorisation de l'expertise et puis cette notion de service au client. C'est par exemple IBM avec son blog IBM Think
qui va faire des articles approfondis, des analyses, des études de cas pour renforcer sa position d'expert en technologie et se légitimer. En B2C, ça va être davantage la notion de service aussi, mais de proximité. C'est l'exemple, par exemple, de Red Bull, qui va axer sa production de contenu sur l'aventure, l'extrême. Et pour ça, ils vont utiliser des vidéos, des articles, des événements, de façon à engager l'audience, renforcer l'image et, bah, comme on dit maintenant, créer des conversations et de l'engagement de la part des clients. Dans tous les cas, le contenu aura pour objectif, mais aussi pour nécessité, c'est d'où l'importance de la qualité, de valoriser la marque et de travailler positivement sur son image. Quels objectifs, quelles cibles, quels réseaux? Plein de questions à se poser quand on envisage de produire du contenu. Un premier objectif peut être d'attirer de nouveaux clients, de nouveaux prospects tout d'abord qu'on va essayer de transformer en clients, ce qu'on appelle le lead gen, l'abréviation de lead generation, qui désigne simplement le processus de création, de génération et de gestion des prospects pour en faire des clients. Alors, la première technique, c'est le SEO. On a également l'inbound marketing et puis, d'une manière plus générale, les contenus événementiels. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? On va pas creuser le SEO, ça a déjà été dit et redit, mais en quelques mots, rappeler que c'est la manière la plus économique de générer de la visibilité et de l'audience grâce au contenu sur Internet. Les techniques, les outils sont maintenant très très bien rodés, euh, avec le principe de déduire le contenu que l'on va créer en fonction de ce que nos prospects recherchent, des mots-clés qu'ils utilisent. Et des outils comme Youda sont très, très, très efficaces pour ça. Et ensuite, on va construire des pages de contenu, chacune de ces pages ayant un objectif unique en fonction d'une intention. Et on va effectivement tâcher de répéter un certain nombre de fois, jouer vraiment la récurrence sur les mots-clés qui sont ceux qu'utilisent les clients potentiels pour rechercher ce que nous avons à leur proposer. Voilà. Et puis, bon, certains, voilà, des entreprises plus importantes qui ont davantage de moyens vont utiliser parfois des techniques encore nettement plus sophistiquées qui vont consister à construire des sites dédiés avec beaucoup de contenu qui va être alimenté régulièrement à côté de leur site vitrine, à côté de leur site de marque, un ou plusieurs sites qui vont être dédiés à la production de contenu pour attirer justement des prospects, des visiteurs grâce au référencement naturel. Alors, il faut savoir qu'il y a une révolution en cours sur le SEO, le search, et notamment évidemment avec Google, largement leader. Ça a démarré avec ce qu'on appelle les featured snippets. C'est tout simplement lorsque vous faites une recherche. Avant, on avait simplement un certain nombre de réponses, de sites, de liens. On a aujourd'hui souvent directement une bonne partie de la réponse qui va apparaître sous la forme de textes avec des comment dire, des puces et déjà de manière assez structurée qui va être extrait du premier site qui va s'afficher. Ce qui fait qu'on a déjà parfois une bonne partie de la réponse sur Google sans même avoir besoin de cliquer. On va pouvoir déjà avoir un certain nombre d'éléments. Mais ça, ce n'est que le début de la révolution. On a aujourd'hui Google Search Generative Experience, SGE, la prochaine version de Google qui intègre l'IA, qui est en bêta depuis maintenant mai 2023, qui est déjà lancée dans 7 langues et dans plus de 120 pays, mais pas encore en France, et qui va consister dans une véritable révolution où beaucoup de contenu va être directement présenté sur les premières pages de Google sans même avoir besoin donc d'aller sur les sites qui sont référencés, ce qui va effectivement induire pas mal de bouleversements au niveau du SEO et du contenu. Bon, ça c'est un autre sujet, on vous donnera quelques liens tout à l'heure pour
creuser ce sujet-là. L'inbound marketing, bon, on connaît, c'est une technique assez classique aussi, notamment B2B, qui consiste à rédiger un contenu plus ambitieux. Ça peut être un livre blanc, une étude. Et pour consulter ce contenu, bah, il va falloir, ou pour le télécharger, il va falloir laisser ses coordonnées sur le site. Je l'ai encore fait tout à l'heure, voilà, pour voilà, un site de prestataire professionnel. J'ai laissé mes coordonnées et j'ai eu un document que je vais pouvoir transmettre à un de mes clients. Et de cette manière-là, l'entreprise se constitue une base de prospects qu'elle va, comme on dit en anglais, nurturer, nurturing, c'est-à-dire nourrir, faire grandir, entretenir pour le moment venu les transformer en clients. Et puis, il y a le contenu événementiel, où là, on est sur des formats vidéo, live ou pas live, bah, comme le webinaire qu'on est en train de faire, des tutoriels, des masterclass. Même stratégie, mais avec un support vidéo. Donc, on laisse ses coordonnées pour y assister. Et ça constitue donc une base de prospection que l'entreprise va pouvoir exploiter. Le deuxième objectif, donc après celui de conquérir de nouveaux clients, c'est de fidéliser ceux qu'on a déjà à travers l'image. L'engagement, un terme qui est de plus en plus en vogue, est celui de la conversation. Et puis, idéalement, grâce au partage, la recommandation. Donc, renforcer la marque avec le contenu, apporter du service, approfondir le lien que l'on a avec ses clients par la conversation et par l'engagement. Donc, ça va être par exemple Salesforce qui a une approche très axée sur sa communauté et qui va encourager ses clients à partager leurs expériences, à revenir sur le site, à interagir sur les expériences, de manière à renforcer le lien avec la marque et donc la fidélité. En B2C, ça va être par exemple Magimix qui va accompagner ses cuiseurs vapeur d'un livre de recettes. Et voilà, ça va développer l'usage, on va utiliser l'appareil plus souvent, on va faire des bons petits plats avec, grâce donc à ce petit bouquin de recettes. Et donc, on va effectivement bah, expliquer à ses invités que c'est grâce à Magimix qu'on a pu concocter ce bon petit plat. Et donc, voilà, bah, c'est ce qui va effectivement déclencher la recommandation, l'effet viral, etc. Autre exemple, celui de Nike, avec sa campagne Just Do It qui va au-delà de la simple vente de produits et qui va créer une communauté mondiale d'adeptes en partageant des histoires inspirantes. Alors, quels canaux, quels réseaux utiliser? Le web, le mail, les réseaux sociaux. Alors, on l'a vu, le web, c'est le SEO qui va, d'une certaine manière, dicter le contenu utile. Et le contenu, voilà, en le développant, en l'alimentant, en le mettant à jour régulièrement, on va contribuer à cet effet vertueux du SEO. Les newsletters qui vont être l'occasion de renvoyer sur le site internet en publiant, en donnant des extraits, voilà, des petits digests des nouveaux articles, de l'actualité, etc. Et donc, à travers des extraits du contenu, donner de nouvelles occasions de contact. Et évidemment, et ça va être le sujet de plus en plus, les réseaux sociaux. Là, on a une étude qui date de janvier 2023, ce qui porte sur la consommation de médias en France. Ce que l'on voit, donc, en résumé, c'est que les Français entre donc 16 et 64 ans passent de l'ordre de 5h30 sur Internet tous les jours, dont 2 heures sur les réseaux sociaux. Par comparaison, il reste quand même 3h30 pour la télévision et ensuite les autres médias que sont radio, euh, comment dire, console de jeu, etc., qui vont venir derrière avec une demi-heure, 1 heure et quelques par jour. Donc on voit que les réseaux sociaux, avec 2 heures par jour, sont par ailleurs en hausse, plus 9 minutes d'une année sur l'autre. Donc, c'est évidemment là que l'on va pouvoir eh bien, trouver de nouveaux prospects, donc potentiellement de nouveaux clients, à travers la publication de contenu.
Sur les différents réseaux sociaux, là, ici, on passe sur une base mensuelle. On voit quand même que on a quasiment l'équivalent d'une journée complète, un peu plus de 21 heures, qui se sont passées sur TikTok, là où on a à peu près deux fois moins, ce qui est quand même considérable, sur YouTube, et à peu près la même chose, quasiment 13 heures par mois, qui sont passées sur Facebook. Donc c'est vraiment donc un temps considérable, on l'a vu, 2 heures par jour. Et là, en base mensuelle, on voit qu'il y a donc essentiellement trois, quatre réseaux qui vont se partager l'essentiel de cette audience. Si on va un petit peu dans le détail de ces réseaux, on voit que toujours sur les 16 à 64 ans, ils se rendent majoritairement sur Facebook, plus de 73% d'entre eux. Et là, on va viser une cible plutôt de plus de 35 ans. Les plus jeunes ont déjà délaissé Facebook depuis un certain temps. Derrière, on va retrouver Instagram, avec quasiment 60% de personnes dans le mois, ont fréquenté Instagram, avec là une cible assez large qui va aller à peu près de 25 à 50 ans. On a ensuite TikTok, 37,6% d'audience, avec une population, bah, on le sait, nettement plus jeune, entre 15 et 25 ans. Twitter, on est là sur tout public, pas tellement de différenciation d'âge, avec quand même 30% d'audience tous les mois. Pinterest, pas loin de 30% également. Et LinkedIn pour les professionnels, avec pas loin de 24%. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la répartition homme-femme est quasiment équilibrée sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, sauf sur Pinterest, où là, on a une majorité de femmes, puisqu'on est sur des contenus plus pratiques, plus pédagogiques, qui vont être facilités par le principe de Pinterest, de tableaux et de contenus que l'on épingle. Voilà, donc si les grandes marques, elles, peuvent se payer le luxe d'être présentes sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, enfin en tout cas sur plusieurs d'entre eux, les entrepreneurs qui ont parfois des moyens plus modestes vont devoir se contenter d'un à deux réseaux. Donc, d'où l'intérêt de bien le sélectionner, évidemment, en fonction son positionnement, son offre de biens, de services et de sa cible en termes d'âge essentiellement. Alors, comment créer du contenu de qualité? Alors, avant, c'était très coûteux. Donc, soit c'est de ça mobiliser des ressources en interne, salariés, éventuellement des stagiaires, mais bon, avec un risque sur la qualité, éventuellement. Ou alors, on va passer par des community managers, des freelances, éventuellement, si on peut se la payer, une agence de contenu. Il existe pas mal d'agences spécialisées dans la publication de contenu sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était coûteux en temps et en ressources. Alors que maintenant, depuis un an, avec la révolution de l'IA générative, qui est accessible à tous, on a pas mal de solutions qui sont ouvertes à nous, avec un chat GPT 3.5 qui reste gratuit et qui permet déjà de faire énormément de choses. Ça va nous permettre de créer des articles, des légendes pour des illustrations. Ça va nous permettre de générer de la documentation ou des idées pour des articles, pour du contenu. Ça va nous aider à les organiser, à les mettre en forme. Ça va nous permettre éventuellement, si on a besoin, de les traduire, de les relire, de les corriger pour arriver à une syntaxe qui, effectivement, est assez impressionnante, beaucoup mieux que ce que l'on peut aujourd'hui obtenir souvent avec des rédacteurs, malheureusement. On a GPT-4 qui, pour uniquement 20 dollars par mois, va nous permettre d'aller encore nettement plus loin et permettre de mettre en forme des contenus beaucoup plus importants. Par exemple, des livres entiers à mettre en forme ou à traduire. Par exemple, pour des livres blancs, des études plus compliquées, on va pouvoir utiliser cet outil qui est beaucoup plus puissant pour un coût qui est assez modique. Et GPT-4 inclut DALL-E, qui va lui permettre de générer des images, générer des illustrations, des photos, voire des vidéos. Alors évidemment, il y a d'autres solutions que celle d'OpenAI. Il y a également Midjourney qui va nous permettre de faire ce genre de choses sur les images fixes, illustrations, etc.
Et enfin, des fonctions avancées. Grâce à des API, on va pouvoir brancher ces outils d'IA générative sur nos propres contenus, nos propres bases de données, d'informations, à la fois dans un souci de confidentialité et pour exploiter, générer du contenu à partir de nos propres informations. Voilà, quelques exemples. Bah, écoutez, le premier, bah, c'est le présent webinaire pour lequel j'ai utilisé ChatGPT pour générer des idées, aider à les structurer, mais j'ai quand même passé un petit peu de temps quand même. Euh, un autre exemple que l'on peut donner, que voici, là, il s'agit d'une galerie qui est à Paris, qui vend des tapis, des kilim, et qui donc poste régulièrement sur Instagram pour animer, voilà, pour faire exister la marque, hein, lui donner sa présence, des exemples de réalisation de Kim, en l'occurrence. Et là où l'IA va être utilisée, c'est pour générer les légendes. Donc plutôt que de se prendre la tête à essayer de créer soi-même, de rédiger voilà, une jolie description, etc., on va briefer l'IA simplement en postant une photo du tapis en question et on va lui indiquer le style dans lequel on aimerait avoir cette légende. Donc on peut lui dire, voilà, je voudrais que ce soit rédigé à la manière de Rimbaud ou alors d'un poète perse ou alors que le texte soit rédigé à la manière de Lucchini, par exemple. Et donc, on a effectivement une infinité de possibilités pour décliner ces contenus, pour les adapter, pour leur donner la couleur que l'on souhaite. Et ce qui va faire également que ce contenu va être unique, là où pourrait avoir peur que l'IA génère des contenus extrêmement banalisés, standardisés, que l'on retrouve un petit peu partout. En réalité, à condition de bien utiliser les prompts, de bien les personnaliser, on va pouvoir avoir des contenus extrêmement originaux. Autre exemple, on a ici une image qui a été générée par DALL-E, le générateur d'images d'OpenAI, pour illustrer une étude sur le capital risque en 2023. Donc les instructions qui ont été données étaient les suivantes. Il fallait refléter l'environnement du marché des VC en 2023, caractérisé par des valorisations plus basses pour les startups. Donc tout ça, donc, ça a été indiqué dans le prompt qui a servi donc à faire tourner cette IA pour générer l'image. Donc il était indiqué que cette scène devait illustrer tous les divers aspects de l'écosystème, la baisse de l'avènement de nouvelles licornes, les dépréciations de portefeuille, les tours de table qui ont été à la baisse avec les valorisations, des startups qui ont fermé, les difficultés de financement, etc., etc. Et donc, tout ça a généré une image dont la complexité, la richesse est quand même très impressionnante. Donc, quand on imagine qu'effectivement, elle a été générée par une intelligence artificielle. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que créer du contenu de qualité pour le web et les réseaux sociaux est maintenant très, très largement facilité avec ces nouveaux outils. Mais du coup, les entreprises l'ont compris, elles en usent et en abusent de plus en plus. Et bah, que c'est une raison de plus pour s'y mettre, pour ne pas se laisser distancer, pour exister dans le paysage concurrentiel, pour être maintenant au niveau des attentes du public en termes de production de contenu. Il faut être à la hauteur, mais à condition de le faire bien. Donc en insistant effectivement sur une bonne utilisation de ces outils et, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la qualité, on va dire, éditoriale du contenu que l'on va produire. Pour créer du contenu pertinent, quelques conseils. Donc, partir de votre entreprise, d'une part, et des personas que constituent vos clients, vos cibles en général. Votre entreprise, c'est-à-dire ses valeurs, son positionnement, la manière dont elle va se différencier dans le paysage concurrentiel, vraiment capitaliser sur tout ce qui est différenciant par rapport aux concurrents. Et d'un autre côté, les personas que constituent vos clients, voilà, c'est l'espèce de, on va dire, des cibles types qui peuvent être voilà, la ménagère de plus de 50 ans, la TPE, etc.
Euh, Ensuite, déterminer leurs besoins, leurs attentes, voilà, quel est leur pain, ou en tout cas, qu'est-ce qui pourrait leur rendre service, les aider dans leur quotidien. À partir de la liste des sujets pertinents qui vont rencontrer ces besoins, ces attentes, mais en veillant à ce qu'effectivement ils soient différenciants, qu'on ne soit pas sur des choses bateaux que l'on va trouver partout, mais qui vraiment vont valoriser la marque et comment dire, et mettre en avant son unicité. Et enfin, rédiger, générer des contenus de qualité, comme on l'a dit. Et puis, bah, évidemment, tout ça pour les publier sur les réseaux pertinents. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces actions qu'on vient de lister, l'IA peut nous y aider à chacune des étapes. Euh, Aussi bien pour, par exemple, bon, avec la version payante, aller crawler votre site internet, en tirer effectivement la subscientifique moelle en termes d'atouts, de caractéristiques, de forces différenciantes, etc. À partir de là, générer des personas, tout ça, l'IA est en mesure de le faire, de déterminer leurs besoins, leurs attentes, de proposer des listes de sujets qui seraient pertinents, d'en rédiger les titres et le contenu. Tout ça est maintenant faisable avec ChatGPT 4, à condition évidemment d'apprendre à s'en servir correctement. Alors pour aller plus loin, on peut vous recommander un excellent tuto qui s'appelle Créer du contenu avec ChatGPT par un certain Ludo Salen, dont je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous verrez que c'est une ressource assez intéressante et d'ailleurs, depuis à peu près un an maintenant, depuis la sortie de ChatGPT, il a publié à peu près une vidéo par jour en s'aidant évidemment de l'IA, avec à chaque fois des contenus assez pertinents, notamment sur ce que va devenir la nouvelle version de Google qui va arriver en 2024. Il y a énormément de choses à apprendre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Michael. C'est très intéressant. Je pense qu'on n'a encore pas bien compris l'arrivée de cette IA et l'impact sur le travail, en fait. J'ai l'impression qu'on a beaucoup fantasmé sur ce que ça faisait et qu'on n'a pas bien évalué ce que ça fait. Euh, je suis souvent dans cette idée que c'est l'équivalent de l'arrivée de Word et Excel à l'époque. Et quand on regarde bien ce qu'a produit Word et Excel, c'est une accumulation hallucinante de courriers d'abord. Hein, Comment créer du contenu à... c'est le moment où tout le monde s'est mis à faire du mailing dans tous les sens. Puis après, ça a été des mailing fax. Puis après, ça a été du email. Mais pour autant, c'est utile, les emails. Tout n'est pas à jeter. On arrive à faire des choses bien encore aujourd'hui avec. Donc il y a les premiers qui arrivent et qui en mettent partout, euh, une saturation et on ne sait plus très bien qu'est-ce qui marche, et puis ceux qui réussissent à utiliser l'outil de manière pertinente. Hmm. Bah, C'est, pour reprendre un peu les vieilles notions de marketing où on parlait du pull et du push, le pool, c'est le site internet, c'est les réseaux sociaux, là où la newsletter, le mailing relève du push et va permettre d'aller dans la boîte mail, sur le desktop ou le smartphone de nos clients, de nos prospects, pour aller les chercher et les inciter à revenir sur les médias, les contenus que l'on met à leur disposition. ah ouais, non, ça va changer tout, non pas parce que c'est intelligent, mais parce que c'est un outil de plus. En tout cas, c'est un sujet des chroniques que nous aimons bien, puisque ça doit être la troisième ou quatrième chronique que nous faisons sur ce sujet à l'intersection du marketing, des outils d'intelligence artificielle, parfois par l'angle de la technologie. Qu'est-ce que c'est que on appelle l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui par rapport à ce qu'elle faisait hier? Il y a eu une très jolie conférence de Tristan Viaris, notre associé, sur cette évolution extraordinairement rapide des choses qui est déjà
obsolète, puisque quelques mois se sont passés depuis. Il y a cette remarquable chronique de Mathieu Jardin, notre associé, sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle et de marketing en général pour générer des prospects. Et enfin, cette chronique de Michael qui met un coup de laser, un coup de loupe sur la création de contenu. Merci, Michael, pour cette petite descente dans le détail ô combien utile. L'intégration continue, en fait, pour bien l'apercevoir, euh, là où c'était des outils différents, ChatGPT et DALL-E par exemple, aujourd'hui, vous mettez vous demandez donc à ChatGPT de vous construire une présentation et vous lui demandez quelle serait la meilleure illustration pour la slide numéro 4 que tu m'as proposée. Et ChatGPT vous dit, oh, il faudrait une image qui fasse ci, ça, 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 ça. Voulez-vous que je vous la produise? Et on dit oui. Et donc, on n'a même plus le prompt à faire, en fait. Donc, ce qui semblait être le cœur du réacteur, je sais faire des prompts extraordinaires, un an après, bon, bah, c'est pas si important de savoir faire des prompts parce que, en fait, ChatGPT, il sait très bien faire des prompts. Oui, Donc, en ce qui effet. est le plus important, tu l'as souligné, Michael, c'est de définir qu'est-ce qui est pertinent ou qu'est-ce qui n'est pas parmi tout ce qui est proposé par ChatGPT et ses frères. Mm. Et j'ajouterais dans la veine de ça une mise en garde. Euh, on voit aussi se généraliser de façon massive du contenu sans aucun intérêt et qui entraîne du désabonnement. C'est assez surprenant sur LinkedIn. Si vous faites passer votre Mm, fil LinkedIn, mm. vous voyez que 80% des images se ressemblent. Mais c'est frappant, hein, c'est perturbant. 80% des contenus se ressemblent. Il y a vraiment un travail de permanent de discernement et de compréhension de comment tout ça fonctionne, parce que vous pouvez aussi bien abîmer votre image que d'améliorer un paquet de choses dans la façon de bosser. Écoute, de Voilà. la même manière, Patrice, que les gens qui avaient fait de l'emailing massif Exactement. quand c'est arrivé, se sont retrouvés pour les premiers avec un effet waouh en disant oh, il y a des gens qui me répondent et ils sont intéressés, c'est donc des prospects. Et puis tout le monde s'est mis à le faire, mais c'est devenu insupportable au tel point qu'on a inventé le dossier spam. Clairement, il y a vraiment, c'est un bel outil qu'il faut bien utiliser, mais qui demande du temps pour l'appréhender. Donc regardez bien la chronique, il y a plein de ressources très précieuses si on y réfléchit à deux fois. Et rester unique et différent. Pour donner un exemple de l'époque, en 94, j'avais monté en tant que simple étudiant une conférence sur la finance et j'avais utilisé à l'époque un fax modem. Donc mon ordinateur imprimé directement en fax et un logiciel Microsoft Word qui permettait de faire de l'emailing, enfin euh, de personnaliser chaque. Et en fait, c'est fascinant parce que personne ne le faisait à l'époque, donc le premier qui le fait, ça marche extraordinairement bien, ça se remplit tout seul, les gens sont persuadés d'aller dans un truc très pro. Et Frédéric me rappelle que c'était avec le logiciel Delrina Fax. Mhm. C'est une époque. Et ce qui est fascinant, c'est que probablement 2 ans plus tard, faire la même chose aurait eu un résultat nul, sauf à avoir capitalisé sur l'image qu'on avait réussi à faire avec la première conférence. Donc c'est très très intéressant hein, de se dire, il y a une espèce de dynamique, les outils, il faut les saisir tout de suite, faut comprendre qu'ils ont des limites, faut pas aller trop loin dans les limites et il faut savoir continuer à évoluer sur la version d'après. Ça va produire énormément de bruit. Mais comme on se rend même plus compte du bruit qu'on a, on se rend même plus compte des boîtes de courrier qui sont remplies d'enveloppes qu'on n'ouvre même pas parce qu'à simplement les regarder, on se dit, ouais, non, mais c'est pas pour moi. Mm. Et les boîtes email, c'est pareil, elles sont remplies. Les contenus médias sociaux, c'est pareil.
Je pense pas que vous passiez tous les jours sur chacun de vos médias sociaux le temps qu'il faudrait pour savoir qu'est-ce qui a été produit par les uns par les autres. Donc c'est finalement les mêmes lois qui s'appliquent sur des outils qui se développent à toute vitesse et qui vont nous accompagner pendant encore des dizaines d'années. Hmm. Donc, Pour rebondir là-dessus et sur ce que disait Patrice, ces outils sont tellement puissants, évolutifs, etc., que la tentation, le risque, c'est de les utiliser de manière paresseuse. mhm, Voilà, sur LinkedIn, tiens, fais-moi quelque chose là sur le marketing digital, boum, et puis hop, je poste ça. Non, c'est qui je suis, d'où je parle, quelle est ma légitimité et qui je veux, à qui je veux m'adresser. Et vraiment, à partir de là, construire le prompt en l'occurrence, ou en tout cas établir un dialogue avec l'IA pour intégrer tous ces éléments-là pour vraiment produire quelque chose d'unique qui nous ressemble et qui va toucher les bonnes personnes.